Oui. Appelle ton vieux et supplie-le de te sauver. Que ressentiriez-vous si vous découvriez que la personne qui s'est tenue à vos côtés pendant des années était en réalité un démon sous apparence humaine? Un mari mania de l'industrie, arrogant, qui utilise son argent et ses relations pour couvrir ses crimes et ose même insulter le pauvre père âgé de sa femme. Mais ce qu'il ignorait, c'est que derrière cette chemise en flanelle délavée et cette apparence humble se cachait un pouvoir colossal capable de faire s'effondrer tout son empire en une nuit. Un affrontement haletant entre la puissance colossale des ténèbres et la lumière éclatante de la justice vous attend. N'en manquez pas un seul instant. Si vous voulez entendre la suite de l'histoire, n'oubliez pas de nous soutenir avec un j'aime et de vous abonner. La lumière aveuglante des lustres en cristal se déversait sur les sols en marbre de la grande salle de bal d'un hôtel de luxe à la place Vendôme. Je me tenais là, vêtue d'une robe sirène en soie moulante. À mon cou pendait un collier de diamants qui coûtait aussi cher qu'un appartement sur l'avenue Foch. J'affichais un sourire impeccable. Un sourire que j'avais pratiqué pendant des années pour cacher toutes mes fêlures intérieures. Tout autour de nous, j'entendais les chuchotements envieux de l'élite nous qualifiant de couple modèle de l'industrie du transport et de la logistique. Mon mari, Bastien Pierre, était entouré de politiciens de haut rang et de partenaires commerciaux. Vêtu d'un costume sur mesure, un verre de pinot noir à la main, il exsudait la confiance écrasante d'un homme qui tenait le pouvoir et la richesse dans la paume de sa main. De loin, nous étions le symbole ultime de la réussite, une famille idéalisée qui suscitait la jalousie de tous ceux qui nous regardaient. Mais chaque fois que le regard de mon mari m'effleurait distraitement, j'étais la seule à sentir un frisson glacial me parcourir l'échine. Ce n'était pas le regard qu'un mari porte sur sa femme. C'était le regard contrôlant et possessif d'un propriétaire admirant son bijou le plus cher. Tout a commencé à s'effondrer lorsque M. Caldwell, membre du conseil d'administration et partenaire de longue date de l'entreprise, s'est approché pour me saluer. Notre conversation était strictement mondaine, échangeant quelques mots sur la croissance de la société et un compliment poli sur mon élégance. J'ai répondu avec ma grâce raffinée habituelle. Cependant, je n'ai absolument pas remarqué le visage de mon mari se crisper dans un coin de la salle de bal. Il ne voyait pas une conversation. Il voyait une violation de sa propriété. La jalousie d'un homme profondément patriarcal était comme un baril de poudre n'attendant que la plus petite étincelle pour s'enflammer. Bastien s'est approché à grands pas. Un sourire était plaqué sur son visage, mais ses yeux brillaient d'une lumière sombre et dangereuse. Devant d'innombrables invités de prestige, sans dire un mot, il m'a jeté son verre de vin rouge en plein visage. Le liquide pourpre a coulé sur mon front et a ruiné ma robe d'un blanc immaculé, me faisant ressembler à une statue sanglante. La musique de jazz continuait de jouer doucement, mais l'espace autour de moi semblait se condenser, m'étouffant. L'humiliation me serrait la gorge. Je sentais les regards curieux, et les murmures se propager dans toutes les directions. Mon mari s'est penché tout près de mon oreille et a chuchoté entre ses dents serrées. Sa voix suffisait à me faire trembler. « Tu aimes faire ton spectacle? Je te laisserai continuer de jouer la comédie quand nous serons à la maison. » Le trajet depuis l'hôtel jusqu'à notre vaste domaine de luxe à Neuilly-sur-Seine sembla durer une éternité. Dans l'espace restreint de la berline de luxe, le mélange de son haleine chargée de cognac et de son parfum coûteux créait une pression suffocante. Au lieu de hurler des insultes, il tapotait nerveusement ses doigts contre le volant, comme il le faisait toujours juste avant de laisser éclater sa fureur. Je regardais par la fenêtre. Les lampadaires qui défilaient ressemblaient aux morceaux brisés de ma vie. J'ai pensé à mon père, Gérard Michel. En ce moment même, mon père, assis paisiblement sur le porche de sa ferme en Normandie, n'avait aucune idée que sa fille marchait droit dans la gueule du loup. J'avais choisi de tout cacher pour l'honneur de notre famille, pour la paix de mon père, et surtout, pour ma fille, Léa. J'avais décidé de porter seul le poids de cette carapace de luxe. Je me répétais que je devais tenir bon. Tant que mon mari gardait les apparences à l'extérieur, ma fille aurait toujours un père qui réussit. C'était un compromis douloureux que je croyais à tort être un sacrifice noble. La lourde porte en fer s'est refermée derrière nous avec fracas. Dès que nous sommes entrés dans le hall, avant même que j'aie pu retirer mes talons, mon mari a saisi mes cheveux et m'a violemment tiré en arrière. Le choc soudain a fait élancer mon cou, et je m'effondrais, impuissante, sur le sol de marbre froid. Il a jeté sa veste de costume sur le côté et a commencé à desserrer sa cravate. Ses yeux injectés de sang brillaient d'une lueur menaçante. Le monstre caché derrière le masque de l'homme d'affaires, Prosper, révélait enfin son vrai visage. Je t'offre des vêtements de créateur, je te nourris avec les mets les plus fins, et je laisse tout le monde t'appeler Madame Pierre, et tu oses flirter avec un autre homme sous mes yeux? Non, mon chéri. J'ai bégayé, les larmes coulant sur mon visage. Ce n'était pas ça. C'était juste une salutation professionnelle. S'il te plaît, Léadore. Mes supplications n'ont fait que verser de l'essence sur sa folie ardente. Bastien s'est jeté sur moi comme une bête affamée. Une pluie de gifles violentes s'est abattue sur mon visage, et mes lèvres se sont fendues, avec un goût de cuivre. Je ne pouvais même pas crier, terrifiée à l'idée que ma fille puisse se réveiller et être témoin de cette scène horrible. Je me suis recroquevillée comme un escargot privé de sa coquille.
endurant les coups de pied impitoyables visant mes côtes. À chaque vague de douleur qui me coupait le souffle, ma foi en ce qu'on appelait une famille volait en éclats. J'ai compris alors que je ne vivais pas dans un domaine de luxe. Je vivais dans une prison de verre doré, un endroit où le gardien pouvait m'écraser dès qu'il le souhaitait. Juste à ce moment, un cri déchirant a résonné depuis l'escalier. Léa, 5 ans, vêtue de son pyjama de dessin animé, tremblait en regardant son père battre violemment sa mère. Ses grands yeux étaient remplis de terreur et de choc. J'ai rassemblé le peu de force qu'il me restait, et j'ai rampé vers elle. Dans ce désastre absolu, je voulais protéger au moins l'âme innocente de mon enfant. Léa, retourne dans ta chambre. Ne regarde pas. Vite. Bastien a ricané. C'était le sourire écœurant d'un vainqueur. Il a détaché l'épaisse ceinture en cuir de sa taille, le cliquetis métallique de la boucle, résonnant de manière sinistre. Il m'a regardé avec un mépris extrême, comme si j'étais un déchet sous ses pieds. Il se moquait du monde, et il se moquait de la justice que mon père avait passé sa vie à défendre. Pour qui te prends-tu? Tu penses que quelqu'un dans cette ville oserait me tenir tête? Écoute-moi bien. Avec mon argent, je peux acheter le silence de cette maison et le silence de la ville entière. Il a balancé son bras, et la ceinture en cuir a déchiré la soie fine, mordant profondément mon épaule. Une agonie brûlante a parcouru ma colonne vertébrale, et je me suis effondrée. Le son de la ceinture fendant l'air et les pleurs incessants de Léa se mélangeaient, jouant une symphonie démoniaque au cœur même de ce qui était censé être un foyer. Le sang chaud s'écoulait de la peau déchirée de mon épaule, imbibant la soie et collant à ma peau. Chaque respiration envoyait une douleur irradiante dans tout mon corps. Bastien se tenait debout comme une immense montagne sombre bloquant les lumières du plafond, tenant toujours la ceinture à la main comme un boucher ivre de sang. Il ne s'est pas arrêté quand j'ai essayé de me relever pour protéger Léa, qui pleurait sous la table de la salle à manger. Le coup de ceinture suivant s'est abattu sur mon dos et mes bras. Chaque fois que ce son sec et craquant résonnait, ma chair se convulsait. Pourtant, à cet instant, la douleur physique semblait submergée par le dégoût intense que je ressentais pour l'homme que j'appelais autrefois mon mari. Son visage, me fixant avec des yeux injectés de sang, était hideusement déformé par l'arrogance et une profonde ivresse. Il a jeté la ceinture au sol. Le bruit du métal frappant le marbre était assourdissant. Puis il a soudainement saisi ma mâchoire et a forcé mon visage souillé de larmes vers le haut. « Regarde-moi bien. Retire le titre de Madame Pierre que je t'ai gracieusement donné. Et que te reste-t-il? Tu n'es qu'une coquille vide. Tu penses avoir une quelconque valeur ?» En le regardant droit dans les yeux, j'ai forcé les mots que j'avais réprimés, parlant à travers mes lèvres ensanglantées. Mon père ne m'a jamais appris à vivre en dépendant de ton argent sale. Mon père m'a appris l'intégrité, quelque chose que tu ne pourrais jamais acheter de toute une vie. Bastien s'est arrêté une seconde, puis a éclaté d'un rire maniaque. Ce rire déséquilibré a résonné dans la vaste maison vide. Il a lâché mon visage, et ma tête a frappé durement le sol. Agissant avec autant de désinvolture qu'un homme qui venait de terminer sa séance de sport, il s'est approché et s'est versé un verre d'alcool fort. Ah oui, l'intégrité de ton plou de père. Qu'est-ce que ce vieil homme connaît au fonctionnement du monde? Ce vieux fermier raté qui traîne toujours les pieds dans ses bottes de travail usées et sa chemise en flanelle délavée. Tu essaies de me menacer avec un vieillard qui fait pousser des tomates en Normandie? Nathalie, tu es d'une naïveté pathétique. Laisse-moi te dire une chose, toute la chaîne d'approvisionnement de cette région est entre mes mains. Sais-tu combien d'argent j'ai distribué, depuis le commissariat local jusqu'au ministère de l'Intérieur? Cette entreprise de logistique est mon empire, et ici, la loi c'est moi. La rage a embrasé ma poitrine comme un feu de forêt. J'ai pensé à mon père, Gérard Michel, un homme au sourire doux et aux mains durcies par les éléments. Je me suis souvenu de ses visites, de ses cadeaux simples venus du jardin, et de la façon dont il me rappelait toujours de mener une vie dont je pourrais être fière, la conscience tranquille. J'avais toujours caché la véritable identité de mon père. Je n'avais jamais dit un mot sur sa réelle position à mon mari. Ce n'était pas par honte. Je voulais protéger l'intégrité de mon père et sa vie paisible du monde trompeur et cupide de mon mari. Je ne voulais pas que mon père mette les pieds dans ce tas d'ordures auquel j'étais confrontée. Mais maintenant, en entendant ce diable insulter mon père avec les mots les plus sales, j'ai senti mon cœur se serrer. Tu n'as même pas le droit de prononcer le nom de mon père. Tu n'es qu'un voyou, un nouveau riche lâche qui se cache derrière son argent sale. Bastien s'est précipité et m'a donné un violent coup de pied dans les côtes. J'ai été projetée contre les pieds d'un meuble de présentation en verre. Le bruit du cristal qui se brisait ressemblait exactement à celui de mon cœur qui volait en éclats. Il s'est penché tout près, les mains sur les genoux, et a parlé entre ses dents serrées. « Tu essaies de te rebeller contre moi? Si tu es si forte, appelle-le, ce vieux. Appelle-le et voyons comment il te sauve. Sinon, je t'enverrai en Normandie pour cultiver des tomates jusqu'à la fin de tes jours. Je veux voir si l'intégrité de pacotille de ta famille peut combattre mon pouvoir et gagner. Je regarderai de mes propres yeux ce que ce minable peut faire d'autre que de pleurer et de supplier pour la vie de sa fille. » Bastien s'est levé et a projeté son verre de cognac contre la photo de mariage encadrée au mur. Des éclats de verre se sont plantés dans son propre visage souriant sur la photo. Comme pour effacer l'odeur du sang et de l'alcool, et s'est dirigé vers la salle de bain principale. Il m'a laissé prostré sur le verre brisé.
Léa a rampé dessous la table et a serré ses bras forts autour de mon cou. Le souffle de l'enfant tremblait de terreur. Je l'ai serré en retour. Cette petite chaleur était le seul fil qui me rattachait à la réalité. Je n'en pouvais plus. Tous mes sacrifices n'avaient fait que rendre ce monstre plus vicieux, lui faisant croire que la loi n'était qu'une plaisanterie. Je devais sauver non seulement moi-même, mais aussi l'avenir de ma fille. Avant que cet enfant ne soit totalement englouti par les ténèbres de son père, je devais agir. En écoutant le bruit de la douche alors que mon mari disparaissait derrière la porte de la salle de bain, j'ai su que je n'avais que quelques minutes. Rassemblant mes dernières forces, j'ai enduré la douleur et j'ai rampé sur le sol de marbre froid, m'appuyant sur mes coudes. Chaque centimètre parcouru était comme du sel versé sur mes plaies ouvertes. Mais la volonté pure d'une mère et la dignité d'une fille me donnaient de la force. J'ai rampé vers le coin du salon, jusqu'au coffre à jouets en bois de Léa. Profondément enfoui sous les blocs de construction colorés et les ours en peluche, se trouvait un vieux téléphone jetable que j'avais secrètement gardé chargé et caché pendant longtemps. Je me préparais au pire. Mes doigts tremblants ont touché le bord de la boîte en bois. Ce n'était pas seulement un téléphone. C'était un signal de détresse invoquant la justice. Le seul espoir de dissiper le cauchemar qui recouvrait ma vie. En fouillant dans le coffre à jouets de Léa, mes mains gonflées et tremblantes ont dépassé les peluches. Quand le métal froid du vieux téléphone a rencontré le bout de mes doigts, une décharge électrique m'a parcouru l'échine. C'était l'instant où mon dernier instinct de survie, embrumé par l'agonie, s'est éveillé. Retenant mon souffle, j'ai fixé la porte de la salle de bain, écoutant le bruit rythmique de l'eau. C'était un léger voile sonore qui couvrait son crime tout en m'accordant quelques secondes de protection. Léa était assise à côté de moi, se couvrant la bouche avec ses deux mains pour étouffer ses sanglots. Avec ses grands yeux remplis de larmes, elle me regardait comme si elle cherchait un sauveur, une issue au désespoir. Alors que j'appuyais sur le bouton d'allumage, une faible lueur bleue s'est échappée de l'écran rayé, illuminant mon visage meurtri et ensanglanté. Cette lumière me faisait ressembler à un fantôme surgi du purgatoire. Il n'y avait pas de temps pour hésiter. J'ai rapidement composé le numéro de mon père, un numéro que je connaissais par cœur. La tonalité à l'autre bout semblait brutalement lente. Chaque seconde qui passait entamait ma patience comme un rasoir. Enfin, la voix légèrement enrouée mais incroyablement chaleureuse de mon père a résonné dans le combiné. Il sortait du sommeil. « Nathalie, pourquoi appelles-tu si tard ?» Au moment où j'ai entendu sa voix, tout ce que j'avais essayé de contenir s'est effondré. Toute l'injustice refoulée, l'humiliation et la douleur ont surgi d'un coup, m'étouffant, m'empêchant de formuler une phrase complète. Rassemblant toutes mes forces restantes, j'ai réussi à murmurer quelques mots dans le téléphone. « Papa, sauve-moi !» Soudain, l'eau de la salle de bain s'est arrêtée. Un silence de mort a envahi l'espace. J'ai sursauté, mon cœur battant si fort qu'il semblait prêt à exploser. J'ai su instinctivement que le prédateur avait senti que quelque chose n'allait pas. Dans un état de panique totale, je me suis souvenu du deuxième numéro que mon père m'avait formellement ordonné d'utiliser. S'il y a une urgence et que je ne peux pas répondre, appelle le capitaine Ford. Priant pour un dernier miracle, j'ai frénétiquement composé le second numéro. Mais au moment où la première sonnerie a retenti, la porte de la salle de bain s'est ouverte brusquement. Bastien est sorti, une simple serviette enroulée autour de la taille. Les gouttes d'eau sur sa peau bronzée ressemblaient au venin d'un serpent. Ses yeux ont balayé la pièce et se sont fixés sur le téléphone dans ma main. « Qu'est-ce que tu fous ?» Il a grogné, réduisant la distance à grandes enjambées, tel un léopard chassant sa proie. Avant même que je ne puisse entendre la voix du capitaine Ford, une main massive a jailli et a violemment fracassé le téléphone contre le mur, dans un bruit de plastique broyé. L'écran est devenu noir et mon dernier lambeau d'espoir a été impitoyablement piétiné. Il ne s'est pas arrêté là. Il a ramassé les morceaux cassés sur le sol et les a piétinés jusqu'à ce que le téléphone ne soit plus qu'un amas de pièces sans vie. Le désespoir m'a envahi. Réalisant que mon seul lien avec le monde extérieur avait été rompu, un vide glacial a consumé tout mon corps. En regardant les débris éparpillés à ses pieds, j'ai eu l'impression que Léa et mon avenir étaient écrasés sous son talon arrogant. Il n'avait pas seulement brisé un appareil, il détruisait la preuve même de mon existence dans cette société. Bastien s'est penché, a enfoncé ses doigts rudes dans mes cheveux emmêlés et m'a tiré la tête en arrière. La blessure sur mon épaule s'est rouverte, teintant la robe de soie d'un rouge encore plus profond. La douleur viscérale m'a fait perdre connaissance un instant, mais son rire moqueur m'a ramené à cette horrible réalité. Il a approché son visage à quelques centimètres du mien. Le mélange de cognac et de savon créait une odeur d'oppression totale. Il m'a regardé avec des yeux pleins de mépris. « Qui as-tu appelé ?» « Si c'est ce vieux planteur de tomates de Normandie, pour quel genre de réseau de renseignement le prends-tu ?»« Je t'ai dit que dans cette ville, ma parole est la seule loi. Même si tu hurles vers le ciel, personne n'osera mettre un pied dans cette maison. » Je n'avais même plus la force de répondre. Je le fixais simplement avec des yeux pleins de haine et de dégoût. J'ai réalisé à quel point j'avais été stupide de croire à ses promesses passées, à quel point j'avais été idiote d'essayer de protéger cette façade glamour, alors même qu'elle nous poussait, ma fille et moi, dans une impasse. Mon silence ne fit que l'enrager davantage. Baissant la voix, il a articulé chaque mot,
déterminé à écraser la dernière once de résistance de sa femme impuissante. « Tu pensais que je ne saurais pas? Essayez de me détruire avec cette saloperie. Voyons ce que ce Pecno peut faire quand il verra comment j'éduque sa fille. Je regarderai de mes propres yeux. Je vais te montrer ce qu'est vraiment le pouvoir de l'argent. L'argent est bien au-dessus de cette intégrité vide que ta famille vénère. N'espère même pas un miracle. Ici, c'est moi qui suis Dieu. » Il a resserré sa prise sur mes cheveux et m'a traîné sur le sol de marbre froid vers l'escalier. Léa hurlait désespérément, s'agrippant à l'ourlet de ma robe, mais c'était inutile. La sensation de ma peau nue frottant contre le sol rugueux et la douleur atroce de mon cuir chevelu ont drainé toute mon énergie. Ma vision a commencé à se brouiller. Mais dans l'obscurité envahissante, l'image de l'uniforme de police de mon père et ses instructions fermes ont défilé dans mon esprit comme une promesse de justice. Bastien s'est arrêté au bas des escaliers. Il m'a jeté de côté comme un jouet cassé et s'est tenu une marche plus haut, me regardant avec le visage d'un conquérant. « Tu aimes appeler au secours? Très bien. Voyons ce que ce vieux peut faire. » À cet instant précis, une sonnerie de porte forte et perçante a déchiré l'air violent et imprégné d'alcool du manoir. Bastien s'est interrompu, haussant ses épais sourcils avec défi. Il m'a lâché les cheveux, a réajusté sa serviette d'un air décontracté et s'est dirigé vers l'écran de l'interphone fixé près de la porte d'entrée. L'écran montrait une voisine très anxieuse aux côtés de 2 agents de patrouille de Neuilly-sur-Seine en uniforme bleu. Allongé au sol, je luttais pour reprendre mon souffle. Mon cœur battait la chamade, entre un mince espoir et une terreur absolue. Je serrais Léa dans mes bras tremblants et tentais de masquer le sang qui coulait de mes lèvres, mais l'arrivée de la police ne semblait pas intimider mon mari le moins du monde. Il a eu un rictus. C'était le sourire arrogant d'un homme persuadé que toute moralité et toute loi pouvaient s'acheter. Sans même prendre la peine d'enfiler une chemise, comme pour afficher sa domination physique, Bastien a ouvert la porte d'un geste désinvolte. Dès qu'il a vu la voisine et les 2 agents, il a croisé les bras et a pris un ton moqueur. Pourquoi tout ce remue-ménage? Avons-nous vraiment besoin d'impliquer la police pour une simple petite dispute conjugale nocturne? Le jeune officier a jeté un coup d'œil à l'intérieur par l'entrebâillement de la porte. Il m'a vu prostré au sol, ma robe de soie déchirée et les ecchymoses nettes sous les lumières du hall. Son expression s'est durcie. « Monsieur Pierre, nous avons reçu un signalement pour violence domestique. Veuillez vous écarter pour que nous puissions examiner l'état de votre épouse. » Au lieu de reculer, Bastien a fait un pas en avant, mettant la pression sur le jeune policier. Il a sorti un smartphone flambant neuf de sa poche, a composé un numéro rapidement et l'a porté à son oreille tout en fixant avec mépris l'insigne de l'officier. « Violence, je vous en prie. Ma femme fait juste une petite crise d'hystérie. » Je lui parlais simplement avec un peu de fermeté. « Vous avez l'air jeune. Alors laissez-moi vous donner un conseil. Faites attention où vous mettez les pieds dans votre travail. Voulez-vous que je passe un coup de fil rapide au capitaine Faure au commissariat central? C'est un grand ami. Ne nous fatiguons pas inutilement. » Étendu à l'intérieur, en entendant ces mots sortir de sa bouche, j'ai senti tout mon corps se glacer. Un choc immense m'a envahi en réalisant jusqu'où s'étendaient les tentacules des relations de Bastien. Il ne bluffait pas. Il était assez sûr de lui pour citer ouvertement les noms de hauts fonctionnaires afin de faire pression sur de simples agents de terrain. J'ai observé le jeune officier et son partenaire. Une brève hésitation a traversé leurs yeux. Leur sens de la justice se heurtait au réseau de pouvoir obscur que mon mari avait bâti à coups de logistique illégale et d'enveloppes de cash bien garnies. J'ai fermé les yeux. L'inquiétude pour mon père brûlait intensément dans ma poitrine. J'avais pensé qu'appeler mon père était la seule solution. Mais maintenant, je craignais que s'il venait vraiment, mon mari n'utilise son immense pouvoir pour l'humilier et piétiner l'honneur de ce vieil homme de Normandie qu'il méprisait tant. Je ne voulais pas que mon père soit traîné dans cette boue. Je ne voulais pas que sa flanelle délavée soit souillée par l'arrogance de cette ordure. Bastien continuait de parler fort au téléphone, comme pour étaler sa puissance devant tout le voisinage. « Ah, capitaine Faure. Oui, c'est Bastien. Bastien Pierre. 2 de vos gars du coin sont passés chez moi, et j'espérais que vous pourriez leur dire un mot. C'est juste un problème domestique trivial. Oui, je passerai vous offrir un verre bientôt. » Il a raccroché et a regardé le jeune officier d'un air triomphant, pointant le menton vers la porte comme pour chasser des invités indésirables. Mais l'officier n'a pas reculé. Dès qu'il a vu le sang sur mes lèvres et la terreur pure dans les yeux de Léa, sa conscience professionnelle a pris le dessus sur sa peur de l'autorité. Il a fait un pas de plus, la main sur son ceinturon, et a parlé d'une voix froide et ferme. « Monsieur Pierre, je le répète, peu importe qui vous connaissez, nous devons suivre le protocole. Reculez immédiatement et coopérez. Madame, s'il vous plaît, aidez Madame Pierre à se relever. » Le visage de Bastien a changé de couleur. Il semblait aussi féroce qu'une bête acculée. Il n'avait probablement jamais imaginé qu'un simple patrouilleur local oserait le défier. Juste au moment où il grognait, prêt à bondir, une série de sons au loin a figé tout le monde. Des sirènes de police urgentes et menaçantes ont déchiré le calme de cette résidence privée exclusive. Ce n'était pas qu'une seule voiture. Une flotte de véhicules de police fonçait vers nous. Les gyrophares rouges et bleus dansaient sauvagement sur la façade en pierre de taille du manoir, créant une scène chaotique mais majestueuse. Bastien a froncé les sourcils.
L'assurance sur son visage couvert de sueur a commencé à vaciller. Pourquoi le capitaine Ford a-t-il envoyé autant de voitures? A-t-il marmonné? Mais j'ai ressenti quelque chose de différent. Un courant électrique m'a parcouru l'échine. J'avais le pressentiment que la véritable tempête venait de toucher terre. Et les murs de papier que mon mari s'était construits allaient être balayés sans laisser de traces par une force qu'il ne pouvait même pas imaginer. Les lumières rouges et bleues se sont approchées, perçant l'obscurité et projetant un éclat vif et brillant d'espoir final sur mon visage trempé de larmes. Les feux de détresse du convoi de patrouille ont balayé la pierre de taille ornée du manoir, transformant la luxueuse propriété en une scène de crime intense. Bastien restait pétrifié près des lourdes portes en fer, regardant les voitures passer les grilles et s'engouffrer dans son allée privée, le visage empreint d'une stupéfaction totale. Le SUV de tête à piler, les pneus crissant sur le gravier avec un bruit aussi strident qu'une foi aveugle qui se brise. La portière s'est ouverte et des bottes tactiques noires et cirées ont touché le sol. Derrière, elle est apparue un homme grand et svelte, l'air aussi tranchant qu'une épée qu'on vient de dégainer. Ignorant la douleur, j'ai lutté pour regarder par l'entrebâillement de la porte. Au moment où j'ai reconnu ce visage familier et marqué par le temps, mon cœur s'est arrêté. Mais aujourd'hui, mon père ne portait pas de chemise en flanelle délavée, ni de bottes usées. Gérard Michel se tenait là, portant l'imposant uniforme de cérémonie du commissaire divisionnaire de la police nationale. Les 4 étoiles sur ses épaules brillaient sous les lampadaires, dégageant une autorité qui semblait glacer l'air même autour de lui. Bastien s'est changé en statue. Le smartphone flambant neuf dont il se vantait a glissé de sa main, son écran se brisant sur le sol. Tout comme le réseau de relations, en lequel il avait si profondément cru, face à l'homme qu'il avait méprisé comme un bouseux cultivateur de tomates, ses lèvres ont tremblé et il a bégayé, totalement désemparé. Le regard du commissaire Michel ne s'est pas attardé une seule seconde sur son gendre. Il a traversé la porte d'entrée, marchant droit vers l'endroit où j'étais prostré au sol, le sang de mes lèvres tachant encore la soie de ma robe. Au moment où il a vu sa fille brisée, les yeux du vieux père ont vacillé légèrement. Une profonde vague d'agonie l'a submergée, mais elle a rapidement été remplacée par la détermination de fer du plus haut responsable de la sécurité publique. Il a posé un genou à terre. Ses mains, habituées à tenir une arme et à arrêter des criminels toute sa vie, ont doucement touché mes épaules frissonnantes, tremblant elles-mêmes légèrement. « Papa, sauve-moi » ai-je sangloté. Entre la douleur physique et l'immense vague de soulagement, ma voix s'est étranglée sur son nom. Mon père n'a pas dit un mot. Il a simplement retiré sa lourde veste d'uniforme et l'a drapée sur mon corps meurtri et déchiré. C'était comme s'il essayait de me protéger de cette tempête avec son dernier reste de chaleur. Ses yeux se sont fixés sur les ecchymoses violets foncés sur mes bras. Chaque marque devait être comme une lame enfoncée dans son cœur. Il avait dédié sa vie à protéger la paix des citoyens, et pourtant, il n'avait pas réussi à empêcher sa propre fille de tomber en enfer. Une terreur horrifiante a commencé à consumer l'esprit de Bastien. Il a reculé en trébuchant jusqu'à heurter le bord de la console. Face à cette réalité brutale, ses jambes ne pouvaient plus le porter. L'homme qu'il avait essayé de corrompre, l'homme qu'il avait tenté d'écraser avec ses relations, s'avérait être le chef suprême de toute la police. Son effondrement psychologique fut instantané. L'arrogance et la folie du magnat de la logistique se sont complètement évanouies, ne laissant qu'une bête tremblante terrifiée par le châtiment. Bastien a bredouillé quelque chose, cherchant n'importe quelle excuse pour se sauver. Mais sous la présence tonitruante du commissaire Michel, sa gorge est devenue complètement sèche, et son esprit s'est vidé. Mon père s'est levé lentement et s'est tourné vers lui. Il n'y a eu ni gifle, ni insulte, seulement le silence étouffant émanant d'un homme qui avait passé la moitié de sa vie à combattre le crime. Le commissaire Michel a regardé Bastien droit dans les yeux. Ce regard perçant semblait transpercer sa sale carapace de nouveau riche. À ce moment-là, Bastien a enfin compris. Tout l'argent qu'il avait distribué, toutes les fêtes décadentes qu'il avait organisées pour bâtir son réseau, rien de tout cela ne signifiait absolument rien face à la justice imposante qui se tenait devant lui. Chaque fois que je venais te voir, je portais une chemise en flanelle délavée. La voix ferme du commissaire Michel a résonné, basse et impérieuse. Chaque mot résonnait comme un verdict prononcé sur le champ, car je voulais voir le vrai visage de ceux qui entouraient ma fille. Je ne vous ai jamais dit ce que je faisais dans la vie. Je voulais que ma fille soit aimée pour ce qu'elle est, et non parce que son père est le commissaire divisionnaire de la police nationale. Mais il semble que j'ai eu bien tort de faire confiance à votre moralité. Bastien tomba à genoux. Instinctivement, il leva les mains comme pour implorer. Mais l'homme qui se tenait devant lui n'était plus son beau-père, ce doux fermier. C'était un mur d'acier, l'incarnation vivante de la loi. Dehors, les gyrophares rouges et bleus continuaient de clignoter, annonçant le début d'une très longue nuit au cours de laquelle l'empire immonde de Bastien serait rayé de la carte. Bastien s'affala sur le sol en marbre. Un bruit sourd résonna lorsque ses genoux frappèrent la pierre. Il tenta désespérément de se traîner vers le commissaire Michel. Son ivresse s'était totalement dissipée, remplacée par une soumission pathétique sur son visage livide. Tel un homme qui se noie et s'accroche à une brindille, il bégaya d'une voix tremblante. « Papa, j'ai eu tort. J'avais trop bu et j'ai perdu mon sang-froid. Juste pour cette fois.
S'il te plaît, pardonne-moi. Le capitaine Faure et moi sommes proches. Il comprendra. S'il te plaît, papa. À ce moment-là, un homme de grande taille sortit de derrière l'équipe d'intervention qui sécurisait le périmètre. C'était le capitaine Faure, l'homme au regard perçant et à la mâchoire carrée, que Bastien fréquentait souvent lors des soirées mondaines. Mais ce soir, le capitaine Faure n'était pas en civil. Il était en grand uniforme, tenant un dossier épais scellé par un tampon rouge de l'État. En voyant le capitaine Faure, Bastien crut voir une lueur d'espoir au bout du tunnel et tenta de ramper vers lui pour lui saisir la jambe. Mais le capitaine Faure recula d'un pas. Ses yeux étaient dépourvus de toute émotion, regardant Bastien aussi froidement que l'on regarde un objet inanimé. « Monsieur Pierre, vous faites une grave erreur. Je ne suis pas l'ami que vous croyez. Je suis l'adjoint spécial du commissaire, et plus important encore, le chef de la brigade de recherche interservices qui enquête actuellement sur votre société de logistique pour contrebande, évasion fiscale et blanchiment d'argent. » Les mots du capitaine Faure furent comme un énorme coup de massue frappant la tête de Bastien, brisant complètement son dernier espoir. Enveloppé dans la veste trop grande de mon père, je m'assis sur une chaise et observai la scène. Un sentiment de triomphe amer monta dans ma poitrine. Quelques minutes plus tôt, j'avais vu un mari qui se moquait de la loi et débordait d'une confiance arrogante. Maintenant, il n'était plus différent d'un rat acculé dans un égout. Cette euphorie n'était pas la joie de la victoire. C'était la tristesse de réaliser mes années d'humiliation. Les cicatrices, gravées dans mon corps, et ma conviction stupide que le silence apporterait la paix, n'avaient servi à rien. Je réalisais qu'en subissant ces coups, mon père et le capitaine Faure avaient discrètement jeté un filet d'acier pour balayer l'empire sale qu'il avait bâti sur le sang et les larmes des autres. Le capitaine Faure fourra froidement un document portant un sceau rouge sous les yeux de Bastien. Nous suivons les opérations de transport illégal de votre entreprise depuis plus d'1 an. De la contrebande traversant les frontières, des factures fantômes utilisées pour blanchir de l'argent. Tout est dans ce dossier. Le fait que vous ayez battu votre femme ce soir n'a été que le catalyseur qui nous a forcés à exécuter les mandats de perquisition et d'arrêt plus tôt que prévu. Bastien s'effondra complètement. Il pressa sa tête contre le sol, les épaules secouées de sanglots. Les relations dont il se vantait, l'argent qu'il utilisait pour effacer ses péchés, tout cela était devenu instantanément inutile face aux preuves irréfutables et à la justice de la loi. Il leva les yeux vers le capitaine Faure une dernière fois, marmonnant et implorant une issue ou un peu de sympathie, mais la seule réponse qu'il obtint fut le bruit sec d'une page que l'on tourne et le regard imperturbable d'un officier de justice. Pour le capitaine Faure, Bastien n'était plus un homme d'affaires influent. C'était un dangereux suspect criminel qui devait être isolé de la société. Je regardais mon père. Le commissaire Michel se tenait toujours là, dans un silence de marbre, mais ses yeux brûlaient de rage et d'agonie. Il ne regardait pas son gendre. Il regardait le vide derrière lui, l'endroit où un foyer heureux aurait dû se trouver, désormais réduit à une scène de crime horrible. Je sentis le poids de l'uniforme de police drapé sur mes épaules. Ce n'était pas seulement de l'autorité. C'était le sens du devoir de mon père et son sacrifice silencieux pour maintenir les fondements de la justice. La douleur de mes blessures persistait, mais ma foi en la justice commençait à renaître en moi. Le capitaine Faure se tourna vers son équipe. Sa voix claire et autoritaire résonna dans tout le manoir. « À toutes les unités, écoutez-moi. Nous exécutons un mandat de perquisition dans la résidence et les bureaux du suspect, Bastien Pierre. Confisquez tous les documents et appareils électroniques et scellez le coffre-fort caché. Exécution immédiate. » Le bruit lourd des bottes tactiques résonna bruyamment à chaque étage. Les faisceaux des lampes torches balayèrent les recoins opulents de la maison, éclairant même les ombres les plus sombres. Je serrai fort Léa contre moi et lui bouchai les oreilles pour qu'elle n'ait pas à entendre le bruit d'un empire criminel qui s'effondre. Ce soir, les murs de papier de Bastien n'ont pas été simplement enfoncés. Ils étaient mis en pièces par le jugement strict de ce père, qu'il méprisait comme un cutéreux, et par la lame d'acier de la loi. Le bruit chaotique des bottes tactiques, raclant le marbre, brisa la fausse tranquillité du manoir. Les faisceaux des lampes passèrent sur les tableaux de maître coûteux et les vases en cristal importé, exposant le visage nu et hideux d'un luxe bâti sur de l'argent sale. Le capitaine Faure pointa d'un geste décisif le bureau au bout du couloir du 2e étage, la pièce que Bastien gardait toujours hermétiquement fermée avec des codes d'accès et un scanner d'empreintes digitales. L'équipe de la police scientifique intervint immédiatement. Des scanners de haute technologie et du matériel de crochetage furent déployés. Les clics mécaniques résonnaient en rythme dans l'air tendu. J'étais assise sur une chaise dans le hall, hébétée, regardant ce film réel se dérouler rapidement sous mes yeux. Cette maison, que je considérais autrefois comme mon refuge et ma fierté, révélait maintenant sa véritable nature de repère de prédateurs. À mesure que le papier peint était littéralement arraché couche après couche et que les tiroirs étaient ouverts un par un, mon cœur se sentait plus léger, bien qu'un goût amer persiste. Derrière le sourire de gentleman que mon mari affichait lors des galas de la haute société, se cachait un réseau criminel colossal. Soudain, Bastien se redressa brusquement. Profitant d'un moment de distraction d'un jeune officier, il s'élança follement vers l'escalier menant à son bureau. Il hurlait comme un fou.
Son visage était déformé par une panique absolue. Il savait qu'une fois le coffre-fort mural caché derrière le portrait de famille ouvert, sa vie serait définitivement terminée. « Poussez-vous de là! Vous n'avez pas le droit! C'est une propriété privée! » Mais le capitaine Ford fut plus rapide. Avec ses grandes enjambées et les réflexes aguerris d'un enquêteur vétéran, il s'élança en avant, utilisant une clé d'articulation rapide pour plaquer Bastien au sol juste devant la porte du bureau. Le craquement écœurant d'un os et le gémissement d'agonie de Bastien résonnèrent simultanément. Maintenant la tête de Bastien contre le sol, le capitaine Ford parla d'une voix froide comme la glace. Trop tard pour détruire les disques durs contenant les fichiers fantômes et les données de blanchiment. Nous avions les plans de ce coffre-fort avant même de franchir la porte. Un clic sonore provint de l'intérieur de la pièce. Le portrait de la famille heureuse fut impitoyablement arraché, révélant la porte en acier gris froid du coffre-fort mural. Lorsque la porte s'ouvrit, des piles de factures frauduleuses, des registres détaillant les pots de vin le long des routes de contrebande et des dizaines de cartes bancaires pour des comptes prête-noms furent exposés. Sous la supervision des procureurs, les chiffres dansant sur le papier, preuve indéniable de contrebande illégale déguisée en fret légitime, furent catalogués avec une précision glaçante. Je levai les yeux vers le 2e étage, où les policiers scellaient des boîtes de preuves. Je sentis Léa trembler, alors qu'elle se cramponnait à mon cou. Je couvris rapidement les yeux de ma fille. Les masques de cette maison étaient arrachés un par un. Les canapés en cuir haut de gamme, le cognac valant des milliers d'euros, tout tremblait sous la lumière de la justice. Je me sentais dégoûtée par moi-même d'avoir respiré l'air de ce mensonge pendant tant d'années. J'avais enduré parce que je voulais laisser un père à mon enfant. Mais ce père était un diable bâtissant un avenir sur les ruines de la loi. Ce luxe n'était pas de l'amour, c'était des chaînes dorées. En bas, dans le hall, Bastien était allongé à plat ventre sur le sol. Ses cheveux parfaitement coiffés n'étaient plus qu'un amas de sueur et de poussière. Il ne criait plus, laissant seulement échapper des souffles de désespoir pur. Le commissaire Michel se tenait à côté du capitaine Ford, regardant les boîtes de preuves confisquées être emportées d'un œil solennel. Il ne dit pas un seul mot à Bastien. Son silence était bien plus brutal que n'importe quelle sentence. Mon père s'est approché et a doucement posé une main sur mon épaule. C'était un geste empreint de compréhension et de tristesse. J'ai levé les yeux vers lui. Il n'y avait pas de triomphe dans son regard. Seulement le chagrin d'un père qui n'avait pas sauvé sa fille des griffes de cette bête plus tôt. La voix claire du capitaine Ford a résonné, ordonnant qu'on emmène le suspect. 2 agents ont mis Bastien debout, et dans un clic sec, les menottes ont été verrouillées. Le poignet même qui avait brandi une ceinture pour battre sa femme. Bastien a trébuché vers la porte d'entrée. Ses jambes ne semblaient plus pouvoir porter son poids. À l'extérieur de la demeure, les voisins s'étaient déjà rassemblés. Des dizaines de flashs de smartphones ont crépité, et les murmures étaient incessants. L'homme qui se pavanait avec ses voitures de luxe, l'homme qui méprisait les fermiers de Normandie, subissait maintenant l'humiliation ultime d'être chargé à l'arrière d'un fourgon de police, la tête basse. Je me tenais sur le perron, regardant le dos de mon mari disparaître derrière les portes métalliques de la voiture de patrouille, à moitié masquée par les gyrophares rouges et bleus. Tout le quartier a été témoin de la chute du faux mania. La brise nocturne s'est engouffrée dans la maison, apportant un frisson. Mais pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de pouvoir prendre une profonde et revigorante inspiration. Même si le prix de cette liberté était encore des plaies sanglantes, la voiture de police a filé dans la rue calme, l'emmenant loin de ce domaine. Désormais, cet endroit n'était plus qu'une froide scène de crime. Les néons de la salle d'interrogatoire du commissariat local éclairaient brutalement les ecchymoses sur mon visage et mes bras. J'étais assise face à une détective et un médecin légiste. L'odeur âcre du désinfectant stérile et de la cire pour parquet me piquait le nez, déclenchant cette hypersensibilité que je ressentais toujours après une agression, me donnant la nausée. Sous les mains professionnelles du médecin, mes vêtements ont été délicatement écartés. Quand mon dos nu a été exposé à la lumière, l'air de la pièce s'est instantanément glacé. Le médecin a pris une profonde inspiration. Ses doigts ont doucement suivi les zébrures rouges et vives qui saignaient encore, puis sont descendus vers des cicatrices plus anciennes et estompées sur mes côtes. Il a murmuré en prenant des notes sur le rapport médical. Ce ne sont pas seulement de nouvelles blessures. Il y a des cicatrices ici qui datent d'il y a 3 ans. Des plaies qui se superposent à d'anciennes blessures. Il y a des signes d'une micro-fissure sur la 7e côte qui n'a jamais guéri correctement. Depuis combien de temps endurez-vous cela? La question du médecin m'a fait l'effet d'un seau d'eau froide jeté sur mes années d'endurance. J'ai baissé la tête et laissé des larmes brûlantes tomber sur le papier d'examen. À travers des chiffres et une terminologie médicale aride, la vérité nue était exposée. J'avais vécu dans cet enfer pendant près de 5 ans pour maintenir l'illusion du bonheur. J'avais trompé le monde entier et même mon propre père. Je m'en voulais tellement. Un regret amer m'est monté à la gorge. Je me suis souvenu de toutes les fois où mon père appelait pour prendre de mes nouvelles et où je mentais avec assurance en disant que j'allais bien et que nous étions heureux. Je pensais que cacher la vérité était la meilleure façon de lui assurer une retraite paisible.
Mais je réalisais maintenant que mon silence était le complice qui avait permis à Bastien de se déchaîner. La détective a fait glisser le formulaire de déposition vers moi. Sa voix était douce mais résolue. « Nathalie, vous devez tout nous raconter en détail. Pas seulement ce soir, mais tout ce qui s'est passé avant aussi. Ce sera la base pour éloigner votre fille d'un environnement dangereux et garantir votre garde exclusive. » En entendant le nom de Léa, la faiblesse en moi a disparu. À sa place, un instinct primaire féroce a surgi. Je ne pouvais pas laisser ma fille grandir dans l'ombre d'un père criminel et violent. Si je ne me levais pas maintenant, Léa deviendrait la prochaine victime de cette tragédie. J'ai pris une grande inspiration. Ma voix tremblait encore, mais elle était devenue beaucoup plus claire et assurée. J'ai commencé à tout déballer, depuis la toute première fois où il m'avait frappée, quand j'étais enceinte, jusqu'aux fois où j'avais été enfermée dans une pièce sombre, en passant par les insultes que mon mari avait lancées à ma famille. Chaque mot était un processus de confrontation avec ma douleur, dépouillant la façade finale de mon mariage pourri. Je leur ai même parlé de l'argent sale qu'il ramenait à la maison et des appels menaçants d'inconnus qu'il appelait ses associés. Le couloir à l'extérieur de la salle d'interrogatoire était calme, rempli seulement par le tic-tac d'une horloge murale. Le commissaire divisionnaire Michel était assis sur un vieux banc en bois. Son ombre s'étirait longuement sous les lumières de sécurité. Il conservait une posture rigide de soldat, mais ses yeux rouges trahissaient une tristesse indicible, quand le capitaine Faure est sorti avec le rapport médical préliminaire et ma longue déposition. Le commissaire s'est levé lentement. Ses mains qui étaient restées fermes face aux criminels les plus dangereux tremblaient violemment lorsqu'il a pris le dossier des mains de son adjoint. Mon père a mis ses lunettes de lecture. Ses yeux se sont plissés sous la lumière tamisée. Des mots comme ancienne cicatrice, lacération et traumatisme crânien lui ont transpercé le cœur comme des aiguilles. Plus il lisait, plus ses mains tremblaient, le papier fin bruissant tragiquement. Il se souvenait que chaque fois que je lui rendais visite en Normandie, je portais toujours des manches longues, même en été, et que je me maquillais lourdement pour cacher mes cernes. Il avait simplement supposé qu'il vieillissait et que sa fille était devenue une femme indépendante et heureuse. Il avait tellement eu confiance en mon autonomie qu'il avait oublié qu'une fille a toujours besoin de protection, quel que soit son âge. La culpabilité lui brisait le cœur. Il avait l'impression d'être en partie responsable des blessures sur mon corps. Le capitaine Faure se tenait silencieusement à ses côtés, incapable de dire un mot. Le commissaire, d'ordinaire si imposant, semblait incroyablement petit et seul dans le couloir du commissariat. À ce moment-là, Gérard Michel a plié le rapport médical et l'a serré fort dans sa main. Les veines bleues saillaient sur ses articulations. Dans ce silence, une détermination de fer s'est forgée. Il ne s'agissait plus seulement de rendre justice à une citoyenne. Il allait récupérer la dette pour chaque once de douleur que sa fille avait subie au fil des ans. La porte de la salle d'attente de l'hôpital s'est ouverte violemment. Le claquement des talons hauts sur le carrelage annonçait l'arrivée d'une nouvelle tempête. Ma belle-mère, Madame Pierre, a fait irruption, vêtue d'un manteau de velours coûteux, bien que son visage soit livide. Ses yeux perçants, qui me toisaient d'ordinaire comme s'il m'accordait une faveur, brillaient maintenant d'un mélange de haine et de panique. Dès qu'elle m'a vue assise au chevet de Léa, Madame Pierre s'est précipitée en avant, ignorant les blessures sur le visage de sa belle-fille. Elle a jeté une pile de documents juridiques et un chèque en blanc sur la table. Espèce de petite peste. Est-ce que tu essaies de ruiner la vie de mon fils? Il s'est juste un peu emporté à cause du stress au travail. Il ne l'a fait que parce qu'il tient à cette famille. Est-ce que tu devais vraiment appeler ton père et donner à tout ça des proportions démesurées? Seras-tu satisfaite seulement quand mon fils sera en prison, que ton enfant grandira sans père et que cette famille sera réduite en miettes? Madame Pierre parlait entre ses dents serrées. Au début, elle a fait semblant de supplier, mais quand je l'ai juste regardée en silence avec des yeux froids, elle a immédiatement montré son vrai visage. L'hypocrisie de longue date de ma belle famille est tombée en poussière. Elle s'est approchée et a pointé un doigt vers mon visage. Sa main, couverte de bagues en or, tremblait violemment. Espèce d'ingrate! Nous t'avons sorti de ce trou perdu à la campagne pour t'offrir une vie de luxe, et maintenant tu poignardes tes bienfaiteurs dans le dos. Est-ce que tu penses que le petit poste de ton père au gouvernement le rend assez puissant pour couvrir ce type? Nous avons des relations et nous avons de l'argent. Nous engagerons les meilleurs avocats de la défense du pays. Tu ferais mieux de réaliser la situation et de retirer ta plainte. Dis à ton père de faire réduire la peine de Bastien. Si tu ne le fais pas, je n'aurai aucune pitié pour toi. En regardant la femme devant moi, j'ai senti le dégoût me monter à la gorge. La cruauté de Bastien ne venait pas de nulle part. Elle avait été nourrie par la négligence de cette mère et sa vision du monde où l'argent était tout. L'image de mon père, le commissaire divisionnaire Michel, qui avait passé sa vie à défendre la justice avec une intégrité absolue, m'a traversé l'esprit. Il était l'opposé total de cette femme éhontée. La dernière part de ma patience s'est enflammée en une flamme de résolution. Je me suis levée et j'ai regardé droit dans les yeux ma belle-mère, qui jouait les grandes dames. Tu m'as sorti de là? Tu te trompes. Je suis venue dans cette maison pour être une femme et une mère, pas un sac de frappe pour que ton fils puisse évacuer ses frustrations liées à ses affaires louches sur moi.
Ton argent ne peut pas effacer les cicatrices sur mon dos, et il ne peut pas effacer la terreur dans les yeux de ma fille. Tu me traites d'ingrate? Et ton fils qui bat sa femme et insulte sa belle famille? Est-ce cela, la moralité de ta famille? Ma voix était tranchante. Chaque mot frappait son visage de plein fouet, la laissant sans voix. Je n'étais plus la belle fille soumise et facile qu'elle connaissait. Mon attitude avait complètement changé. J'ai réalisé que je n'étais plus une pitoyable victime implorant de la sympathie, mais quelqu'un debout du bon côté de la justice, en train de l'exercer. Cette épreuve a été douloureuse, mais absolument nécessaire pour me protéger, moi et ma petite fille. Ne songez même pas à nous menacer, mon père et moi, avec votre argent ou vos relations. La loi n'est pas une marchandise que l'on peut marchander. Bastien va payer pour chaque crime qu'il a commis, jusqu'au tout dernier jour. Muette de rage, Madame Pierre a levé la main pour me gifler. Mais le capitaine Faure, qui venait d'entrer, a saisi son bras au vol sous le regard sévère de l'officier de police. Son assurance s'est brisée et elle a tourné les talons, marmonnant des injures tout en s'éloignant d'un parageur. Le capitaine Faure l'a regardé disparaître dans le couloir avant de se tourner vers moi. Son expression était extrêmement grave. Au lieu de s'asseoir, il a approché une chaise de moi. Sa voix était basse, mais d'une immense pesanteur. « Nathalie, ce combat va être bien plus difficile que nous ne le pensions. La famille de Bastien s'agite frénétiquement pour effacer les preuves de ses délits financiers, mais nous avons trouvé quelque chose de bien pire que de la contrebande. » Le capitaine Faure a sorti un nouveau dossier de sa mallette. À l'intérieur se trouvaient d'anciennes photos de scènes de crime et un rapport de police datant de 3 ans. Il m'a tendu le dossier, pointant du doigt la photo d'un semi-remorque complètement broyé après un accident terrifiant. Nous avons récupéré les données du disque dur dans le coffre-fort caché de Bastien. C'est la preuve que Bastien a personnellement orchestré cet accident de la route pour éliminer son plus grand concurrent dans le secteur du transport de la région. La victime est restée paralysée à partir du coup, et Bastien a utilisé son argent pour acheter les témoins et faire passer cela pour un accident causé par une défaillance mécanique. Il ne s'agit plus seulement de délinquance financière ou de violence conjugale. C'est une tentative de meurtre. En regardant les photos, mes mains tremblaient d'horreur. L'homme avec qui j'avais partagé mon lit pendant des années était vraiment un démon sous apparence humaine. Cette vérité a été le coup de grâce qui m'a poussé dans un combat dont je ne pourrais plus jamais reculer. J'ai serré le dossier fermement. Mes yeux brillaient de la lueur vive de quelqu'un, déterminé à voir la vérité éclater jusqu'au bout. Les secrets les plus sombres de Bastien étaient lentement traînés à la lumière, et c'est moi qui porterais le flambeau de la justice. La salle d'interrogatoire était imprégnée de l'odeur du vieux plâtre et du froid de la justice. Les murs insonorisés semblaient isoler le criminel de son dernier vestige d'espoir. Bastien était assis là. Ses 2 mains étaient solidement menottées à la barre d'acier de la table d'interrogatoire. Ses cheveux, autrefois si lisses, étaient en désordre, et les traits profonds de la terreur marquaient son visage épuisé. Face à lui ne se trouvaient pas de jeunes inspecteurs, mais le commissaire divisionnaire de la police nationale, Gérard Michel. Il se tenait le dos droit, le visage comme un masque d'acier impénétrable, fixant de son regard perçant l'ultime et pathétique façade de son gendre déchu. La lumière fluorescente du plafond inondait l'épais dossier d'instructions placé entre eux. Chaque page était une lame signalant la fin de l'empire logistique de Bastien. Bastien tentait désespérément de garder son sang-froid, parlant d'une voix enrouée. « Beau papa, vous savez ce qu'il en est. Quiconque fait des affaires commet quelques erreurs. J'admets avoir un peu contourné les règles pour subvenir aux besoins de mes employés et pour offrir à Nathalie et Léa la meilleure vie possible. S'il vous plaît, au nom de nos liens passés, laissez-moi une issue. Je compenserai tout. Je paierai ce qu'il faudra. Je peux même construire un nouveau siège social pour tous ceux qui travaillent ici. » Le commissaire Michel n'a pas répondu immédiatement. Il a lentement ouvert le dossier, a sorti les photos de l'accident de camion orchestré il y a 3 ans et les a posées calmement sur la table. Son regard était perçant, détruisant instantanément les paroles russes de Bastien. « Vous n'avez toujours pas compris? Il n'y a ni beau-père ni gendre dans cette pièce. Il n'y a que la loi et un criminel. Vous parlez d'argent, mais cet argent peut-il rendre ses jambes au chauffeur que vous avez impitoyablement broyé? Peut-il effacer les cicatrices sur le dos de ma fille? Vous pensiez que votre argent pourrait aveugler tout le monde, des agents du commissariat local jusqu'au ministère de l'Intérieur. Mais vous avez oublié une chose. La justice n'a pas de prix. Les gens que vous appeliez vos amis, ceux qui protégeaient vos opérations de contrebande, ont tous été interpellés par le capitaine Faure ce matin. Ils ne peuvent pas vous sauver. Ils sont trop occupés à essayer de sauver leur propre peau. Tout le corps de Bastien tremblait. La climatisation tournait à plein régime dans la pièce. Pourtant, la sueur coulait sur son visage, alors qu'il réalisait que le réseau d'acier qu'il avait bâti avec l'argent n'était plus qu'une toile d'araignée inutile. Sa dernière once de confiance s'est complètement effondrée. Il a réalisé qu'il faisait face à un homme qu'on ne pouvait pas acheter. Un homme qui, face à l'honneur et à l'intégrité, considérait l'argent comme de simples vieux papiers. Dans le silence étouffant, la guerre psychologique continuait. La logique du commissaire Michel portait des coups fatals à l'arrogance de Bastien, les uns après les autres.
Mon père lui a montré la liste des complices et des protecteurs qui venaient d'être démasqués. Sa voix était basse, mais dotée d'une immense autorité. Le filet du ciel est vaste, ses mailles sont larges, mais rien ne s'en échappe. Vous avez régné sur votre foyer par la violence et tenté de régner sur le monde avec de l'argent sale. Il est maintenant temps d'en payer le prix avec votre liberté. Le témoignage de ma fille Nathalie, les rapports d'enquête du capitaine Faure et les failles de votre comptabilité ont tissé un nœud coulant parfait. Vous pouvez garder le silence et écoper de la peine maximale, ou vous pouvez tout avouer concernant vos complices et implorer l'ultime clémence de la loi. Le choix vous appartient. Bastien a regardé son beau-père dans les yeux. Il y a lu une justice inébranlable et le dévouement de toute une vie d'un homme qui exerçait une profession qu'il avait moquée parce qu'elle était mal payée. Il a compris que la vraie pauvreté résidait dans son âme vide et son avidité sans fin. Avec les preuves de tentative de meurtre mises en lumière et sa chute imminente sous les yeux, son lâche instinct de survie a pris le dessus. Il ne criait plus, ne contestait plus. Il n'était plus qu'un détenu, mentalement anéanti. Le capitaine Faure est entré dans la pièce avec un stylo et une confession pré-rédigée, basée sur des preuves irréfutables. Lorsque Bastien a tendu la main pour prendre le stylo d'une main tremblante, le métal des menottes a cliqueté doucement. Il a fixé intensément le document détaillant sa contrebande, son blanchiment d'argent et l'accident orchestré. L'argent qu'il avait utilisé pour effacer ses péchés brûlait maintenant sur le papier, transformant chaque avenir dont il avait rêvé en cendres. Le commissaire Michel s'est levé et a ajusté son uniforme. Il n'a même pas regardé le moment où Bastien a pris le stylo. Pour lui, cette affaire était déjà close au moment où il était descendu de la patrouille ce soir-là. Il ne ressentait qu'une profonde tristesse pour sa fille, qui avait dû vivre si longtemps avec un démon sous apparence humaine. Bastien gardait la tête basse tout en griffonnant sa signature tordue, admettant sa culpabilité comme une encre noire, effaçant complètement son empire de transport autrefois prestigieux. Le bruit du stylo grattant le papier ressemblait à une porte qui se fermait sur sa vie, sec et brutale. C'était la fin ultime d'un homme arrogant qui pensait que la loi était une plaisanterie. La salle d'audience du tribunal fédéral était lourde de tension et de l'odeur des vieux dossiers. Le soleil brûlant de l'après-midi perçait à travers les hautes fenêtres, éclairant directement la table de la défense. Bastien se tenait là, dans une combinaison de prisonnier rayé. Ses cheveux autrefois parfaitement coiffés étaient maintenant clairsemés et grisonnants. J'étais assise au tout premier rang de la section des victimes. Ma chemise blanche impeccable ne pouvait cacher ma silhouette amincie, mais mes yeux avaient retrouvé leur force d'origine. Léa n'était pas venue. Pour protéger son cœur fragile de la vérité crue de ses crimes, je l'avais laissée chez une voisine bienveillante. Derrière moi, mon père, vêtu d'une tenue décontractée et simple, veillait silencieusement sur moi. Tel le pilier le plus solide au milieu de la tempête du tribunal, son regard ne quittait jamais sa fille. Le juge a solennellement annoncé le début du procès. Les images de vidéosurveillance du manoir et les photos de mes rapports médicaux ont commencé à défiler sur le grand écran au centre de la salle d'audience. Lorsque les images ont montré Bastien maniant sa ceinture de cuir comme un fou, frappant mon corps frêle, des cris d'horreur ont éclaté dans l'assistance. Le claquement sec du cuir, mes sanglots étouffés et mes cris ont résonné dans toute la pièce. Cela a réduit en pièces la façade d'homme d'affaires prospère que Bastien s'était si soigneusement construite. J'ai serré les mains très fort. Mes ongles se sont plantés dans ma peau, jusqu'au sang. Regarder chaque séquence au ralenti me replongeait directement dans ce cauchemar. Mais cette fois, je n'ai pas baissé la tête, j'ai fixé l'écran. Affrontant mon traumatisme avec le courage de celle qui a traversé la vallée de la mort, Bastien gardait la tête complètement baissée, incapable de jeter le moindre regard sur ces preuves accablantes. Ses épaules tremblaient, l'humiliation envahissait tout son corps. L'homme qui avait autrefois défié l'État et méprisé le vieil homme de Normandie n'était plus qu'un accusé pathétique attendant son verdict. Quand j'ai été appelée à la barre, j'ai avancé d'un pas ferme. Ma voix était claire et tranchante. Il n'y avait aucun ressentiment inutile. Il n'y avait que la vérité brute d'un mariage bâti sur la violence et l'argent sale. J'ai témoigné sur les fois où j'ai été enfermée, la terreur absolue que je ressentais à chaque fois que j'entendais ses pas dans l'escalier, et le moment exact où j'ai décidé de me lever pour protéger ma fille. L'avocat de la défense de Bastien Pierre a tenté de plaider pour une peine plus légère, invoquant le stress des affaires et un accès de colère passager, mais l'accusation a balayé chaque argument, avec les rapports d'enquête sur la criminalité financière, lorsque les preuves de contrebande, de blanchiment d'argent et l'accident de camion orchestré ont été révélées. Toute la salle d'audience était sous le choc. Ce n'était plus seulement une affaire de violence domestique. C'était l'effondrement d'un réseau criminel organisé. Un sentiment de libération, comme si un poids d'une tonne s'était envolé, s'est propagé dans mon cœur. Je n'étais plus liée à un sens insignifiant de l'honneur familial ou à la peur du pouvoir de mon mari. Ici même, dans cette salle d'audience, en regardant l'homme qui m'avait emprisonnée faire face à son jugement, j'ai été libérée. Le jury s'est retiré pour délibérer. Le temps s'écoulait aussi lentement que l'éternité. Quand le juge s'est enfin levé pour rendre le verdict, la salle était si silencieuse qu'on ne pouvait même pas entendre un souffle. Agression, contrebande, évasion fiscale et racket, toutes les charges cumulées.
18 ans dans une prison fédérale. Bastien s'est effondré à genoux devant la table de la défense. Son visage était livide. Il a été emmené par les agents. En passant devant moi, il s'est arrêté un instant, me regardant avec des yeux embrumés. C'était comme s'il suppliait pour un dernier brin de sympathie. Je n'ai pas détourné le regard. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Il ne restait plus de haine. Il n'y avait que le détachement froid de quelqu'un qui avait complètement rompu les liens avec le passé. À mes yeux, Bastien n'était plus qu'un étranger payant sa dette à la société. Le son des sirènes du fourgon de transfert hurlant à l'extérieur du tribunal marquait la fin d'une vie arrogante. Je suis sortie du tribunal. La lumière dorée et éclatante inondait le couloir, semblant balayer l'obscurité du passé. Au loin, j'ai vu Léa courir vers moi. Le capitaine Faure l'avait amenée pour me rejoindre. J'ai pris la main de ma fille et j'ai marché lentement vers le vieux chêne, au coin de la pelouse du tribunal. Sous son ombre verdoyante se tenait mon père, toujours avec sa silhouette svelte, toujours avec son sourire doux, m'attendant à travers d'innombrables tempêtes. Il ne portait pas son uniforme de police, mais une veste délavée, et il a ouvert ses bras pour nous accueillir. À partir de ce moment, je savais que ma vie entamait un nouveau chapitre, paisible et radieux, sous la protection de mon père. Le soleil du matin en région de Normandie n'était pas dur et aveuglant comme les lustres en cristal d'un gala. Il se répandait doucement sur les champs verdoyants et s'infiltrait à travers les fentes en bois de ma petite épicerie. Je me réveillais au chant des coqs à travers la ville. C'était un sentiment de paix étrange que je n'avais jamais ressenti pendant toutes ces années enveloppées dans la soie. J'ai ouvert grand la fenêtre et j'ai pris une profonde inspiration. L'odeur de la terre après la pluie et le parfum des vergers de pommiers voisins portés par la brise étaient doux. Plus de cauchemars de la ceinture fendant l'air. Plus d'anxiété à cause des marchandises de contrebande ou des appels téléphoniques menaçants au milieu de la nuit. Je me suis regardée dans le miroir. Les cicatrices sur mon visage s'étaient beaucoup estompées, ne laissant qu'une petite marque près de ma lèvre, souvenir de la résilience d'une femme qui s'était battue pour sortir des ténèbres. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, un sourire vraiment radieux et paisible qui venait du plus profond de mon cœur. Mon épicerie de campagne n'était pas grande, mais elle était propre et pleine de vie. Je rangeais moi-même les briques de lait et les paquets de gâteaux, discutant chaleureusement avec les habitants simples et bienveillants. Cette vie humble était quelque chose que j'avais bêtement méprisé autrefois, quand j'étais aveuglée par l'illusion de la richesse aux côtés de Bastien. Maintenant, debout ici en tant que véritable travailleuse, je réalisais enfin la valeur inestimable d'un seul euro propre gagné à la sueur de mon front. Je n'avais plus besoin de robes, en soie, de créateur ou de collier de diamants pour prouver ma valeur. L'intégrité que mon père avait défendue toute sa vie était maintenant profondément ancrée dans mon sang, devenant la boussole de toutes mes actions. J'ai réalisé que le bonheur ne se trouvait pas dans une fortune massive bâtie sur des mensonges, mais dans une nuit de sommeil paisible et une conscience tranquille. Léa jouait dans la cour avant. Ses joues rebondies étaient roses, et ses yeux, qui se remplissaient autrefois d'une terreur absolue au moindre bruit fort, ne l'étaient plus du tout. Elle a grandi enveloppée de l'amour de son grand-père et de la force de sa mère. Son âme était comme une pousse qui reprend vie avec puissance après une violente tempête. Cet après-midi, quand mon père est rentré de la ville, il portait toujours sa chemise en flanelle délavée familière et ses bottes de travail usées, tenant un sac de pommes locales fraîches pour sa petite fille. Léa a crié de joie et a couru dans ses bras. Ses petites mains ont touché ses mains cailleuses. « Maman, est-ce que grand-père a des super-pouvoirs? Les méchants ont tellement peur dès que grand-père dit un mot. Est-ce que grand-père a une cape comme Superman ?» J'ai arrêté de ranger les étagères, regardant le grand-père et la petite fille, et je me suis approchée pour caresser les cheveux de ma fille. J'ai regardé mon père avec des yeux pleins de respect et de compréhension. Notre grand-père n'a pas de cape. Il a juste de l'intégrité et un cœur courageux. Les héros ne doivent pas toujours voler dans le ciel ou porter des costumes flashy. Parfois, les vrais héros sont des gens comme grand-père, portant de la flanelle délavée, faisant tranquillement ce qui est juste et protégeant les gens qu'ils aiment. C'est la plus grande force du monde, bien plus puissante que l'argent sale ou le pouvoir corrompu. Mon père, Gérard Michel, a souri chaleureusement. Les rides autour de ses yeux se sont creusées avec son sourire, chaud comme le soleil couchant. Il ne se vantait pas de ses exploits, des millions d'euros impliqués dans les affaires qu'il avait résolues, ou de son ancien titre de commissaire divisionnaire de la police nationale. Il avait choisi une retraite anticipée pour passer son temps avec sa fille et sa petite-fille. Pour mon père, la célébrité était comme des nuages éphémères. La seule chose qui comptait, c'était qu'il avait enfin ramené sa fille et sa petite-fille dans un havre de paix. Il a pris la petite main de Léa, et ils ont commencé à marcher sur le chemin de terre menant vers les champs. Appuyé contre la porte, j'ai regardé le dos mince mais robuste de mon père et les pas dandinants de ma fille. À l'approche du soir, tout le paysage de Normandie s'est teinté d'une lumière dorée. Le vent bruissait à travers l'herbe, portant les rires clairs d'une enfant et la voix chaleureuse d'un vieil homme. J'ai pris une grande inspiration, sentant la douceur de la liberté imprégner chaque cellule de mon corps. Je savais que la route devant moi aurait encore ses défis.
Mais avec l'honnêteté dont j'ai hérité de mon père et la force forgée dans la tempête, je n'avais plus peur de rien. Le vrai bonheur n'était pas une destination. C'était le voyage de vivre en étant moi-même, entouré des gens que j'aime, dans la lumière de la justice. Sous le coucher de soleil rouge flamboyant, les silhouettes du grand-père et de la petite fille se tenant la main rapetissaient à travers les vastes champs. Leurs ombres s'étiraient longuement sur la terre, ressemblant à un symbole de lien et d'éternité. J'ai souri en les regardant. Des larmes ont coulé silencieusement sur mes joues, mais c'étaient des larmes de pure plénitude. La lumière au bout du tunnel n'était plus un scintillement lointain et faible. Elle enveloppait ma vie dans une étreinte chaleureuse et éternelle. Le vrai bonheur ne se construit jamais sur une richesse tape à l'œil ou un pouvoir obtenu par la tromperie. Face au raz-de-marée de la justice, ces choses ne sont rien d'autre que des châteaux de sable. Les vrais héros n'ont pas besoin de capes flashy ou des acclamations des foules. Ils existent dans l'intégrité et un cœur généreux. Ils protègent ce qui est juste avec la puissance tranquille, mais résolue d'une vie honnête. Chers spectateurs, l'histoire s'arrête ici. Merci de nous avoir suivis. Si vous soutenez notre chaîne avec un j'aime et un abonnement, nous reviendrons avec des vidéos encore meilleures. Nous vous souhaitons santé et bonheur, toujours. Au revoir. À bientôt dans la prochaine vidéo.